Bienvenue. Au loin, le phare des Mamelles. Il brille de 1000 couleurs, éclaire bien des voies. Une magie possible grâce au savoir. Grâce au savoir aussi, ce magnifique monument de la Renaissance. Oui, le savoir permet tout. Éclaire la vie, la mort et ensemble, dans Académique, nous irons le chercher jusqu'en Chine. Cette belle aventure à la recherche de la connaissance nous mènera à Berkeley, l'école des petits génies, mais aussi dans les archives de la grande bataille de Dakar, aussi à la rencontre d'un autre grand génie de l'aviation. D'autres histoires aussi vous seront contées, comme celle d'Aminata Sourang Mbaye Diouf, la voix du Sénégal au concours Ma thèse en 180 secondes. Aussi, vous entendrez dans Académique la voix des mécènes, le programme alimentaire mondial, le groupe des amis pour l'alimentation scolaire et Carl dit, toute une chaîne de solidarité pour un hymne à l'éducation. Encore quelques pas, quelques marches et nous serons au cœur de l'établissement ENSUP Afrique. 10 ans d'existence, 10 000 diplômés sur le marché, une intégration professionnelle réussie un peu partout dans le monde. Du haut de cette belle réussite, aujourd'hui encore, d'autres challenges attendent. C'était un challenge et un défi. Un grand défi. Le premier défi, c'était d'adapter la formation aux besoins du monde professionnel, former des jeunes aptes à intégrer très rapidement le monde professionnel, le monde du travail. Et dans les plus hautes instances, aujourd'hui, nous avons des diplômés partout dans toutes les grandes institutions du Sénégal et un peu partout dans le monde. Et une école SME un peu partout au Sénégal et récemment une université à Thiès. Nous avions fait l'une des plus grandes cérémonies de graduation et nous préparons aussi dans 2 mois, 3 mois une très grande cérémonie de graduation et nous allons convier comme dans le passé l'armée et les institutions et les ministères. C'est près de 3000 4000 étudiants qui seront honorés devant leurs parents et ce sera Inch'Allah, une grande fête. Ce qui nous avait amené dans l'enseignement supérieur, c'était de répondre aux besoins du marché. Et c'est ainsi effectivement que nous avons créé le lycée Berkeley et c'est un lycée d'excellence dans tous les sens du terme. Autre particularité, et c'est l'un des succès aussi du lycée Berkeley, c'est pratiquement tous les élèves qui présentement sont en classe de seconde ont fait le cycle sur 3 ans. C'est-à-dire dès la classe de 4e, ils se présentent pratiquement au BFM. Et donc en 3 ans déjà, ils ont réussi avec brio et avec les meilleurs classements à l'examen du BFM. Et surtout, nous avons insisté sur le bilinguisme parce qu'aujourd'hui, c'est l'anglais qui ouvre les portes. Partout dans le monde, en fait, le monde parle anglais maintenant. C'est vraiment des génies, ils maîtrisent la robotique, ils maîtrisent la domotique. Avec plaisir et surtout, je vais vous inviter à visiter l'école, l'univers de ces génies, voilà, et la fierté de tout le Sénégal. Avec plaisir, à l'accueil de tout petits génies. Ils éblouissent par leur talent, leur maîtrise de la technologie, leur ingéniosité, mais aussi leur aisance avec la langue de Shakespeare. Disons tout simplement, welcome to Berkeley High School. Bienvenue à Berkeley, l'école des génies. Depuis bientôt longtemps, les hommes sur la terre ne s'unissent vraiment que pour faire la guerre. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel. Hello, my name is Mamjara. I'm 11 years old. I'm a student in the Berkeley High School. I'm in the class called Multigrade. We are in a bilingual school, so we learn English and French. English math, French math, science and physics. We have the best teacher and I love this school one. Bonjour, je m'appelle Mohamed Lamine Ndiaye, j'ai 15 ans et je suis dans l'école Berkeley depuis 3 ans et maintenant je suis en classe de seconde. J'aime beaucoup cette école, c'est une école magnifique avec beaucoup d'autres matières qu'on y ajoute, différentes des autres écoles comme la robotique, les maths en anglais et les matières scientifiques. Et ils offrent la possibilité aux nouveaux élèves de pouvoir raccourcir leurs années au collège en sautant à la 5e.
Hello everyone, we are students from Berkeley School. I am Sally, I'm in first year of high school with my two classmates, Muhammad Jallo and Muhammad Lamine Ndiaye. And this is Fallou Sané, he is in 6th grade and he's going to present his projects a little bit later. So first, let's start with our robotic class. So what do we do in robotic class? We learn how to pilot drones. So my classmates are going to do the montage and I'm going to explain what we have to do. So let's start. So first, we already unfolded the wings. Now we are going to place the propellers carefully because this is the hardest part. Now let's place the battery. And then we power it on by pushing the button twice. This is how we turn on a drone, and to make it move we have to use a remote. This is the remote we have to use, and to use it properly we have to put a phone, an iPhone, because it cannot take other phones, and there's a particular app called DJI Pilot. So we put the drone on a more secure place like the ground because it's more secure and visible when we put it on the ground, and it can move more when we put it on the ground. So now they're going to make it move. So when the drone makes some green light, it means it can move forward, but when the lights are red, it cannot move. Yeah, that is great. Now the drone is going up and it's signaling that it can go more up, but now let's make it turn around a little bit. Great. Now let's put it down. Great, wonderful. So now let's move on to the next project. Nous revoilà cette fois-ci avec une autre présentation que va faire mon ami Fallou Sané. Bon, Fallou, qu'as-tu pour nous? Il est possible de connecter le téléphone portable au lecteur Bluetooth. Nous allons essayer. Génie scientifique dans la modélisation 3D, le tout enseigné avec le programme officiel anglais et français. Le lycée Berkeley offre même la possibilité à ses futurs élites de faire des stages linguistiques en Allemagne et aux États-Unis. Sur le lecteur Bluetooth, il y a une clé USB, une batterie, un volume, les baffles, la carte mémoire, une place de chargeur et une place de microphone. I hope everybody likes it. That was Berkeley High School, the bilingual and scientific high school in Senegal. Berkeley, ensure your future. Thank you. Yes, my dear, thank you very much. Wonderful and great, thank you. Maintenant, prenons la côte et remontons jusqu'au port de Dakar, cap sur Rufisque, avec une petite pause à Popenguine. Tout un parcours pour vous parler d'un repère historique fondamental dans l'histoire militaire du Sénégal, la grande bataille de Dakar. Le débarquement de Dakar, le débarquement tant voulu par De Gaulle et ses alliés, aura-t-il lieu? Dakar sera-t-elle un trophée anglo-gaulois? Réponse dans Culture Générale, et c'est avec le professeur Mor Ndao. Mor Ndao, je suis le directeur de l'école doctorale Études sur l'homme et la société de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis professeur des universités, inspecteur général de l'éducation et président de la commission sénégalaise d'histoire militaire. Il n'y a même pas eu de débarquement. On l'appelle dans l'historiographie française la bataille de Dakar, qui s'est déroulée les 23, 24 et 25 septembre 1940. Mais si vous parcourez les archives anglaises, les archives militaires,
on parle d'opération M, opération menace. Il s'agissait donc de prendre Dakar, qui occupe une position géostratégique de premier ordre dans le dispositif colonial français. Pourquoi? Parce que Dakar, c'est le chef-lieu du gouvernement de l'Afrique occidentale française. Dakar, c'est un centre de défense terrestre. Dakar, c'est aussi le point d'appui de la flotte de guerre. Parce qu'à l'époque, la France avait 4 points d'appui dans le monde. Dakar, c'est aussi le 3e port français de l'époque, après Marseille et Le Havre. Depuis la capitulation française, lors de la Banque de France, tout le trésor français de la Pologne et de la Belgique était convoyé à Dakar. Donc, la Banque de France, de la Belgique et de la Pologne se trouvait à Dakar. Pour De Gaulle, l'Afrique se conçoit à l'époque à partir de Dakar. Le 23 septembre, au petit matin, les avions britanniques décollent de l'Arc Royal et essaient de prendre Dakar. D'abord par la négociation. Les pourparlers ont échoué et on a commencé à bombarder Dakar. Tôt le matin du 23 septembre 1940. L'échec a été amplifié aussi par le débarquement qui n'a pas eu lieu. Dakar a résisté. Dakar est un abri naturel qui est fortifié, qui s'est préparé aussi face à une éventualité dès les années 1930, à partir des années 1930. On a fortifié toute la côte, ce qu'on appelle le front de mer. Si vous allez du côté de la Présidence jusqu'à Rufisque, qui ceinture l'université, Kandjel Diop, tout ça c'est le front de mer. À côté, il y a un front de terre. La route de Rufisque qui se prolonge, passe par le camp Leclerc et va jusqu'à l'aéroport. C'est ce qu'on appelle le front de terre. Donc, Dakar s'était préparé. Le matin, ils ont échoué. De Gaulle a échoué, les Anglais ont échoué, mais à partir de 13 h, ils se déportent vers Rufisque. C'est le plan B. Là aussi, la flotte et, disons, le dispositif de défense informé s'est déployé vers Rufisque. Et il y a eu des échanges très puissants. De Gaulle a été refoulé. C'est là où la flotte aérienne a touché l'Audacieux. L'Audacieux, c'est un navire, un grand patrouilleur, un navire qui a pris feu pendant 3 jours et qui a échoué à Popenguine avec 83 morts, dont des officiers. Les populations ne sont pas engagées, sinon un exode massif. Un exode massif, une débandade. Parce que le problème qui se posait le jour de l'opération M, il y avait un brouillard intense. Personne ne pouvait voir à plus de 10 mètres. Et il y a eu des pertes civiles parce que les forces de défense de Dakar estimaient que les Anglais étaient déjà dans la ville. Ils ont tiré. La population courait et il y a eu plusieurs victimes civiles. Ensuite, il y a un exode massif. Le gouverneur, à partir de 13 h, a réquisitionné tous les trains pour déplacer la population de Dakar vers l'intérieur. Les autres ont marché, les autres ont couru, mais ce qui est intéressant, c'est que le jour de l'attaque de Dakar, le khalife général de Tidjane se trouvait à la Zawiya à Dakar. Et certains estiment que lorsque les fidèles sont venus pour lui demander de quitter Dakar, il a refusé. Les témoignages disent qu'il a répondu, il a rétorqué, je peux diriger mes fidèles dans la prière, mais pas dans la débandade. C'est une époque, un repère historique fondamental du fait de l'engagement des troupes, de l'engagement des hommes, du matériel et des enjeux géostratégiques. Dakar a pu résister pendant 3 jours contre De Gaulle. Amer, atterrissage pour le général De Gaulle. Maintenant, décollage pour Séni. Il a accepté de se poser un moment pour nous, pour académique, pour nous parler de sa passion.
Séni, ravi de vous recevoir. Merci d'être là avec nous. Partagé. Bonjour Astou, bonjour tout le monde. Ready for take-off, c'est la bonne expression? C'est la bonne expression. Je sais, si ce n'est pas correct, il faudra corriger. C'est bon, c'est la bonne expression. Ravi de vous retrouver, d'être avec vous et d'échanger autour de votre métier. J'imagine fier de travailler pour la compagnie nationale Air Sénégal SA. C'est une très grande fierté de travailler pour la compagnie Air Sénégal SA, qui est une fierté nationale. PNC, c'est quoi? Vous êtes PNC à Air Sénégal SA. PNC pour le Sénégalais lambda, c'est quand même un point d'interrogation. Je m'appelle Séni, PNC à Air Sénégal, personnel navigant commercial, communément connu sous le nom de membre d'équipage, communément appelé aussi hôtesse de l'air ou steward. Donc c'est le personnel à bord d'un avion qui est responsable de la sécurité, de l'accueil, du confort des passagers d'un point A à un point B. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, il y a deux volets pour le passager. Le PNC, c'est celui qui est bien habillé, qui sourit, qui fait le service. Qui est à l'accueil, qui est très gentil, qui s'occupe de tout le monde. Exactement. Maintenant, il y a le volet PNC. De notre côté, c'est la sécurité. C'est ce qui représente 90% de notre boulot. Parce qu'il y a une formation très rigoureuse en amont, en sécurité, en secourisme, sûreté, en marchandises dangereuses, qui te permet de pouvoir travailler à bord d'un avion et en plus des qualifications pour chaque type d'avion qu'on fait. Donc c'est ça le métier de PNC. Donc si je prends un exemple, s'il y a un danger, vous êtes les premières lignes. Alors c'est ça notre formation. Donc, on est là pour la sécurité des passagers, mais maintenant on y ajoute le confort, on y ajoute le commercial. Est-ce que c'est pas pesant quelque part d'assurer la sécurité de tout ce beau monde à bord? Oui, bien sûr, c'est de très grosses responsabilités parce que chaque PNC est responsable de 50 passagers. 50 passagers? 50 passagers pour un seul PNC? Pour un seul PNC. Donc ce qui fait que voilà, il faut être prêt tout le temps, il faut être apte à faire ton boulot. Donc arriver à bord, tu vas être en pleine forme et jouir de tes capacités intellectuelles comme physiques pour pouvoir faire ce métier. Est-ce que vous n'avez pas des appréhensions? Parce que quand même avoir la responsabilité de 50 personnes en cas de danger surtout. Oui. C'est un peu délicat, mais c'est notre boulot, on est fait pour ça et on est conscient de ce que c'est parce que on dit souvent que c'est la maman de quelqu'un, la fille de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un qui est à bord. Donc c'est notre enfant, notre soeur, notre frère, donc on est conscient de cela. J'imagine une passion née depuis tout petit. J'imagine. Ouais, depuis tout petit. Alors j'ai toujours voulu être pilote. Voilà, et puis c'est parti depuis tout petit. Maintenant, en 2013, donc quand je suis parti à la Foire internationale de Dakar, où j'ai vu la maquette de l'AIBD à cette époque, où on avait le ministère du Tourisme qui faisait la présentation. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait réagir. C'était la source d'émulation. Ouais, exactement, c'est ça qui m'a permis d'aller vers l'information et de commencer à faire la formation après le baccalauréat. D'accord. Après le baccalauréat, il a fallu combien d'années de formation? Alors, quelles sont les aptitudes? J'imagine il faut savoir parler anglais. Il faut parler anglais, il ne faut pas être comme Astumben. Exactement. L'anglais est la langue de l'aviation, donc la première langue de l'aviation. Donc c'est obligatoire de parler l'anglais. Donc, mais pour les aptitudes, alors pour être PNC, il faut être disponible. Il y a l'humilité, il faut être vraiment très humble. Il faut avoir les connaissances, il faut la patience, il faut la tolérance, il faut beaucoup de qualités pour pouvoir être avec les passagers, les comprendre. Voilà, la formation dure combien d'années, combien de temps? Ou bien c'est de façon continue la formation? Alors, la formation est de façon continue, mais d'abord pour l'accès, ça dépend de là où tu es passé. Si la compagnie te recrute, elle peut te faire une formation de 3-6 mois, ça dépend des compagnies aériennes. Mais pour ma part, j'ai fait une formation de 15 mois dans une école de la place, l'IFPNC. Et puis après ça, j'ai pu accéder à la compagnie Air Sénégal. Et même après cette formation, arrivé dans la compagnie, tu dois refaire une nouvelle formation, refaire les qualifications des avions pour pouvoir être apte à travailler dans les avions. Séni, vous passez beaucoup plus de temps sur terre ou dans les airs? Ça quand même, ouais, on passe trop de temps dans les airs quand même, mais bon, aussi on a des jours de repos aussi. Ouais. On a des jours de repos, on a beaucoup de vols quand même, mais on a des jours de repos et il faut jumeler avec le temps de repos et les vols parce que c'est une réglementation qui nous permet de nous reposer en temps donné. Et ces jours passés dans les airs, c'est pas angoissant, non?
Ouais, ça dépend des personnes, mais nous, PNC, on se sent à l'aise. Si on est angoissé, le passager va être voilà, aussi angoissé. Angoissé. Parce que le passager, ce qu'il regarde, surtout en cas de problème, c'est le visage des PNC. Donc, il faut être toujours zen et toujours montrer le sourire et tout. Toujours zen, quelle que soit la situation, quel que soit le danger. Quel que soit le danger, Mais il faut vous n'avez être même zen. pas le droit de donner un indice, un signe comme quoi le danger est là. On ne peut pas, parce que tout ce qu'il faut éviter à bord, c'est la panique. Donc la panique, si ça se déclenche à bord, c'est compliqué. Donc il faut rester zen. Et puis on est formé pour faire face à ces situations. Les pilotes sont bien formés pour faire face à ces situations. Donc en général, ça se passe bien. Et quand vous revenez sur Terre, le quotidien, ça donne quoi? C'est pas lassant? Non, du tout. Au contraire, parce que voilà, on profite un peu de la famille aussi. Magnifique. Parce qu'on bouge beaucoup, donc il faut donner du temps à la famille. Aussi, moi, mon activité principale, c'est le pilotage. Donc, je fais partie de la SAV, Association sénégalaise de l'aviation virtuelle. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour tout. Nous restons avec les enfants pour parler de Enfance en Rose avec le programme alimentaire mondial, le GAS, le groupe des amis de l'alimentation scolaire, et aussi avec tonton Carlou D, toute une chaîne de solidarité autour de la cantine scolaire, avec un seul vœu, que les enfants soient à l'aise à l'école. Mais d'abord, un hymne à l'éducation, un hymne à la solidarité, au partage. Laissez-moi vous raconter des choses bonnes à savoir. Comment peut-on se retrouver du plus fort de l'école au plus faible de l'école, du plus brillant de l'école au plus paresseux de l'école? N'entre pas dans son jeu, la fin n'a pas d'amis. Chez l'enfant elle est dangereuse, et l'enfant est l'avenir. Il est comme une fleur de rose, qui fait vibrer le cœur du monde. Enfance en rose à l'école, un repas par jour, la cantine scolaire est la meilleure des solutions. Une école, une cantine, c'est possible pour le PAM et le GAS. Un grand merci à Carlou D, à son équipe, à sa femme aussi, qui se sont beaucoup démenés pour qu'on arrive à obtenir ce résultat. Un grand merci au PAM, qui a piloté en fait le travail, mais également un grand merci au ministre de l'Éducation nationale pour son leadership. Prendre la chanson Enfance en rose comme hymne, parce que c'est une chanson qui soulève énormément de questions quand on l'écoute, quand on comprend bien ses paroles, et qui interpelle la solidarité, qui interpelle la conscience des gens, qui interpelle aussi le devenir de notre pays. Et je pense que cette chanson mérite d'être recueillie et prise en compte comme hymne. Cette chanson nous ouvre des avenues. Enfance en rose à l'école, un repas par jour, la cantine scolaire est la meilleure des solutions. Je voudrais dire qu'il est important que la communauté nationale prête attention davantage à la notion de cantine scolaire. Nous savons qu'un enfant sur 10 est malnutri, que très peu d'enfants ont la possibilité de vivre en ville et d'avoir un repas chaud à midi. La grande majorité est en milieu rural. Les enfants se déplacent sur des kilomètres par jour avant d'atteindre leur école et ne peuvent pas retourner à midi manger. Si bien que la plupart du temps, les enfants restent toute la journée à l'école sans un repas chaud. On dit que l'enfant a de l'inspiration en mangeant tous les jours à l'école. On mouille mieux le chiffon pour bien effacer le tableau, mais on remplit bien le bidon pour bien tenir la craie en main. Ici au Sénégal, déjà nos chiffres nous disent qu'on a 4,7 chaque année d'inscription supplémentaire dans une école où il y a une cantine scolaire, d'une part, et que 6,2% de ce groupe est constitué de filles. C'est quand même important. On a vu que $1 investi
dans les cantines scolaires produit 10 à 20 $ chez l'adulte où cela a été investi. C'est vraiment une histoire de la communauté. Leurs difficultés nous maîtrisent, leur fragilité nous inspire. Qu'en investissant dans le capital humain, nous développons ce pays. Il faudrait que la problématique des cantines scolaires soit incluse dans une programmation nationale, une planification nationale, avec un budget programme bien défini pour aider, ainsi qu'au sein des mairies. Pour le succès des cantines scolaires ici au Sénégal, il y a une chose à laquelle nous tenons beaucoup, nous au sein du GAZ, c'est la disponibilité de l'eau. On ne peut pas parler d'hygiène sans eau. Et on ne peut pas, c'est un leurre de penser qu'une cantine scolaire peut marcher sans qu'il y ait une alimentation en eau correcte. Et le programme alimentaire mondial a été à l'origine de la création du GAZ. C'est venu d'eux, c'est leur idée. Le GAZ, nous sommes des Sénégalais et des non-Sénégalais. Il y a des personnalités de la communauté internationale qui sont très très sensibles à la question de la nourriture et de l'alimentation scolaire et qui ont vu les effets que cela a eu dans leur propre pays et qui nous accompagnent. Nous essayons, je dis bien nous essayons parce que c'est un objectif à long terme, d'accompagner le ministère pour faire coïncider la carte des écoles élémentaires avec une carte des cantines scolaires. Une école, une cantine, c'est un vœu. Arrosons, nourrissons-les, entretenons nos fleurs de rose qui font vibrer le cœur du monde. Investir à nos enfants, leur inculquer les qualités, les valeurs que nous voulons véhiculer, les valeurs que nous voulons qu'ils vivent, eh bien, c'est à cet âge-là qu'il faut le faire. Et j'invite tout le monde. Et je vous assure que les mécènes ne devraient pas manquer. Et c'est avec ces enfants qu'on va construire notre futur. Des fleurs de rose. À peine sortie de l'adolescence et déjà sur le toit du monde. Elle est belle, éloquente, élégante, brillante et elle a su séduire. Elle nous dit « je ne suis pas conteuse », mais dans les profondeurs de l'histoire africaine, elle a su puiser des mots qui rappellent d'autres mots, M-A-U-X. Aminata Sohang Mbaye Diouf, une belle graine d'excellence, une fierté pour le monde universitaire sénégalais. Qu'est-ce que l'entreprise familiale sénégalaise? Quel cadre juridique est adapté à son fonctionnement? Comment la transmettre du vivant comme au décès du dirigeant? Le tout pour démontrer qu'à travers le droit inspiré des réalités économiques et sociales, les entreprises familiales peuvent être les premières actrices du développement de l'Afrique, à l'image des autres pays du monde. Je vous remercie de votre attention. Bravo, la fille, sa voix, elle est douce, elle est belle. Oui, tapis rouge pour Aminata. Devant sa présentation, son éloquence, sa pertinence, son élégance, c'est tout simplement la raison, l'intelligence qui s'incline. Et les mots du jury résonnent encore. Alors, on dit que c'est une dame déjà? On dit qu'elle vient du Sénégal? Lorsque l'un des jurés a dit c'est une dame, elle représente le Sénégal. Ah non, ça, c'était historique. J'ai pensé à mes parents qui n'étaient pas avec moi ce jour-là. J'ai pensé à mes tout petits frères, comment ils ont dû vivre cela. Et aussi, j'ai pensé à un de mes frères qui n'est plus là, qui nous a quittés en 2020, à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, le quotidien se passe sans l'être tant aimé pour lui. Elle a tout donné aussi pour sa couleur de peau. Face à une tribune, un public si blanc, ma couleur de peau devait marquer à jamais. Je devais convaincre. Convaincre, oui, partant de l'Afrique des profondeurs. C'était soit faire de la poésie, soit faire du conte. Et le conte marque l'histoire africaine. Mesdames, Messieurs, chers auditoires, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois au Sénégal, pays d'Afrique occidentale,
un bijoutier du nom de Malaw Thiam, connu pour son savoir-faire hors du commun. Quand je faisais la vaisselle ou le ménage, je répétais tout le temps mon texte. Après, j'avais pris mes frères comme cobayes, de voir ce qui ne marchait pas. Les derniers remparts, c'était mes parents, papa, maman, et ma directrice de thèse, à savoir le professeur Françoise Dia. Malgré son âge, elle était là, toujours derrière. Des efforts qui ont payé avec une consécration. Pour autant, le quotidien d'Aminata reste studieux, au cœur de ses travaux de recherche. Les entreprises familiales au Sénégal. Revenons à l'entreprise familiale de Malaw. Elle avait su résister au temps et aux hommes. Malheureusement, Malaw est à ce jour décédé. Et chaque membre de sa famille revendique sa place de manager. À la mort du dirigeant, l'entreprise est également morte. Mon objectif, c'est d'aller dans le sens de proposer des modes de transmission qui rendent pérenne l'entreprise au-delà même de la vie ou de la personne du dirigeant. Elle aussi, elle veut continuer à prier pour son univers familial et son université. Maintenant, c'est devenu une obligation. Il faudrait que je soutienne et que surtout je soutienne une thèse de qualité. Parce que là, je n'ai plus le droit à l'erreur. Malheureusement, les gens, quand on parle d'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ils ont un mauvais regard. Ils ont une mauvaise interprétation et ça peut être justifié. Mais je ne le pense pas. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, malgré les difficultés qui existent et qui perdurent, fournit de très bons produits. Ces fonds, ces milliards qui sont investis ailleurs, peuvent être investis dans nos universités. Parce que le système éducatif sénégalais peut donner en fait de très bons produits. Un grenier d'excellence, tout comme l'Afrique d'ailleurs. Ma thèse, en 180 secondes, a montré un autre visage du continent. Oui, très beau visage, une très belle image, parce que nous étions 24 candidats. Ils ont proposé des travaux de qualité. Personnellement, j'étais subjuguée, bluffée par leur travail. L'Afrique, c'est une Afrique jeune, c'est une pépinière de savoir. Aujourd'hui, Aminata apprécie, savoure la vie dans le douillet cocon familial avec l'envie de bien grandir. Dans 20 ans, Aminata se voit avec ses enfants. Oui, parce qu'Aminata, elle aime bien le carcan familial. Entourer peut-être d'étudiants, leur inculquer du savoir. Et pas que des étudiants aussi. Aller au fin fond du Sénégal, leur parler de droit de manière très simple pour que au moins ce principe de dire « nul n'est censé ignorer la loi » puisse être en fait vrai, une réalité. Oui, comme en famille, la transmission de tout, la générosité, le savoir. Grâce à mes parents, j'ai su lire à l'âge de 5 ans. Il y avait un père présent, une mère très présente et très attachée à la famille. Et c'est pour moi l'occasion aussi de lui rendre hommage parce qu'elle a eu à faire de moi sa seule et unique fille, on va dire une référence. Parce que c'est elle en fait qui m'a inculqué tout ça. Fulangor Jom. Et c'est l'Afrique avec ses grandes concessions qui parle. L'Afrique des familles unies. Une belle ambiance avec un absent à jamais présent. Le petit frère parti tôt. Derrière lui, une belle leçon de vie. C'était un enfant très cocasse, qui aimait bien tout ce qui était savoir, qui aimait bien être au devant de la scène. En partant, il nous a laissé une leçon de vie, que tout n'est pas éternel. Profitons de ces gens qui nous entourent. Et chaque minute compte, chaque seconde compte. Oui, Aminata, tout comme dans ma thèse en 180 secondes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Aminata, belle graine d'excellence. Merci à vous chers téléspectateurs. C'était le premier numéro de votre émission académique. En tout cas, ce fut un plaisir de vous servir. Rendez-vous très prochainement. En attendant, restons avec la petite enfance pour une chaîne de solidarité autour de ces petits anges. Merci à vous. Académique, juste magique. Des choses bonnes à savoir. Comment peut-on se retrouver du plus fort de l'école au plus faible de l'école, du plus brillant de l'école au plus paresseux de l'école? N'entre pas dans son jeu, la fin n'a pas d'amis. Chez l'enfant elle est dangereuse et l'enfant est l'avenir. Il est comme une fleur de rose
qui fait vibrer le cœur du monde. Enfant sans rose à l'école.